Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec cette montée en puissance des FARDC au front au Nord Kivu. L'armée régulière a pris le contrôle de Kibumba, Kiwanja, Rutshuru et Rumangabo qui étaient occupés par les rebelles rwandais du M23 qui se sont enfouis avant l'arrivée de l'armée. Et nous sommes en ligne avec le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Alors, monsieur le gouverneur, ce lundi, vous étiez à Rutshuru Centre, Rutshuru qui était l'un des bastions du M23. Confirmez-vous que les FARDC contrôlent actuellement la totalité de ce territoire et de la localité de Rumangabo? Je confirme effectivement parce que moi-même je reviens de Kiwanja, j'ai été à Rutshuru, chef-lieu du symbole de l'administration de ce territoire. Que pour moi, lorsqu'on a pris le chef-lieu du territoire, c'est déjà le territoire entier qui est en main. Même s'il peut rester quelques îlots où on peut localiser ça et là les éléments du M23 qui sont ensuite dans les collines de Réunion et la frontière avec le Rwanda, nous estimons que Rutshuru est totalement pris. Et quand nous étions à Rutshuru même, c'est en ce moment-là que, effectivement, la base militaire de Rumangabo est tombée entre les mains des FARDC. À l'heure qu'il est, les FARDC contrôlent cette base et même les collines qui sont situées à la hauteur de Rumangabo. Et aujourd'hui, on est en train de voir Runyonyi, Tchanzu, les triangles de la mort, d'où le M23 était venu lorsqu'il avait commencé les hostilités. Et les FARDC, comme a rappelé le chef de l'État, sont en train de monter en puissance. Et la preuve, c'est qu'en moins de 3 jours, elles sont arrivées effectivement à prendre les espaces situés sur une ligne d'à peu près 50 km. Alors le M23 s'est cantonné à présent à Bunagana. Est-ce que l'armée compte les y poursuivre pour également récupérer cette localité? Je ne suis pas tenu à donner les secrets militaires, mais je sais que les réunions que j'ai eues à Rutshuru avec le commandement qui a en charge cet espace, eh bien, révèle qu'effectivement, demain et après-demain, nous allons assister à d'autres grandes surprises, particulièrement par rapport à la frontière ougandaise, qui devra totalement être libérée pour que les opérateurs économiques fassent correctement leur travail. Donc, à mon sens, il ne m'appartient pas de livrer ce que les FARDC vont faire tenus et demain matin ou après-demain. Mais en même temps, je sais que le chef de l'État tient à ce que tous les groupes armés puissent désarmer. À défaut, les FARDC vont les y contraindre. Alors, monsieur le gouverneur, quel est le bilan des récents combats et quel est le message que vous avez apporté à la population de Rutshuru? Je ne peux pas te donner le bilan actuellement, mais le message que j'ai pu donner, c'est d'abord d'éviter le triomphalisme au sein de la population, 2, d'éviter les règlements de compte, 3, j'ai annoncé la réinstallation de l'administration du territoire dans les 24 heures, de la police nationale congolaise dans les 48 heures et effectivement de toute l'administration au plus tard dans les 72 heures. J'ai également annoncé qu'au regard des affres de la guerre et des souffrances que les populations de Rutshuru ont connues, eh bien, toutes les parties qui étaient occupées par le M23 ne seront pas à une taxe quelconque ou à un impôt jusqu'au 31 décembre 2013. Cela permettra de refaire le tissu économique de cet espace. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxes à payer jusqu'au 31 décembre 2013, mais également, j'ai supprimé toutes les barrières qu'il y a dans ce territoire à partir desquelles le M23 était en train de rançonner les populations civiles en amassant énormément d'argent pour faire la guerre et enrichir certains responsables au sein de ces mouvements rebelles. Merci, monsieur le gouverneur, pour toutes ces précisions. Et la société civile du Nord Kivu, de son côté, salue ce succès des forces armées de la RDC. Selon le président de cette structure, Thomas Dakamwiti, c'est la preuve que tous les traîtres sont déjà extirpés de l'armée. Pour la société civile du Nord Kivu, plus question de reprendre les pourparlers de Kampala qui ne servent à rien au gouvernement de Kinshasa, parce que selon elle, ils permettraient plutôt à M23 de s'organiser davantage. On l'écoute. C'est tout simplement un sentiment de satisfaction, puisque c'est ce que nous attendions depuis longtemps. Nous, on disait que le pourparlers de Kampala ne valait pas la peine et que ceux qui croyaient que nous n'avons pas une armée, nous l'avons toujours dit, c'est tout simplement ces infiltrés-là qui étaient au sein de l'armée qui ont fait que nos militaires soient chaque fois battus par des personnes qui n'ont jamais été dans l'armée, qui n'ont jamais suivi une formation militaire.
Et donc, je pense que tout le monde va comprendre que nous avions raison. Les FARDC viennent de faire voir à la face du monde ce dont ils sont capables. Et donc, les traîtres, nous continuons à demander qu'ils soient identifiés et traduits en justice pour tout ce qu'ils ont fait au sein de notre armée. Notre souhait, c'est de voir la population qui était prise en otage commencer à jouir de leurs droits, d'aller et de revenir, commencer à vaquer à leurs activités quotidiennes, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et donc, c'est ce que nous attendons, mais aussi les hommes d'affaires. Vous savez que la frontière de Bunagana était sous contrôle du M23 et la population du Nord Kivu commençait à payer très cher le carburant, même le ciment allait monter de prix puisque le Rwanda a commencé à monter une stratégie pour demander à ce qu'il n'y ait plus un camion qui dépasse 100 tonnes qui puisse passer sur son territoire. Et à propos de la montée en puissance des forces armées de la RDC, comment alors analyser cette ascension militaire sur les rebelles du M23? Nous sommes sur ce plateau avec Christian Choukourou, il est politologue. Bienvenue. Merci. Alors première question, qu'est-ce qui selon vous sera la base de ce succès militaire? Est-ce l'appui de la mission onusienne? Est-ce le regard moral ou la prise de conscience de nos militaires? On aimerait un peu comprendre cela. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Je pense qu'il y a deux volets pour répondre à votre question. Le premier, c'est au fait l'appel à la mobilisation du chef de l'État lors de son discours devant le Parlement réuni en congrès. Il a appelé à une mobilisation générale et cela a réconforté nos troupes, nos forces armées sur le front. Mais aussi, il y a cette volonté de la communauté internationale de pouvoir en découdre. Enfin, c'est l'application de la résolution 2098. Voyez? Et donc, tous ces éléments réunis, je pense que c'est ce qui explique, au fait, ce qui s'est fait et ce qui se traduit par les succès de nos forces armées sur terrain. Mais, comme venait de dire le gouverneur du Nord Kivu, il ne faut pas qu'on se laisse au triomphalisme. Nous devons préserver ces acquis par rapport à notre manière de faire la politique, d'une part, mais aussi par une nouvelle manière de mettre ces pays, chacun là où il se trouve. Ces fronts à l'Est, ça ne concerne pas seulement les forces armées de la République démocratique du Congo, ça concerne aussi la population congolaise en général. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était au fait une balkanisation de fait. Parce qu'en réalité, les M23 ne sont que des superfiges. Qui contrôlait, c'est le Rwanda. Vous avez entendu les témoignages de quelqu'un de la société civile. Oui. C'est le Rwanda qui édicte des lois. Et donc, c'est déjà une balkanisation de fait. Nous devons préserver ces acquis et nous devons continuer à encourager nos forces armées partout où nous nous trouvons. Voilà. Il n'appartient pas seulement à la population de l'Est, mais même la population tout entière de la RDC. Voilà, alors les FARDC sont soutenus par la Brigade Neutre Internationale qui a pour mission justement de neutraliser tous les groupes armés qui pullulent dans l'Est de la RDC. Y voyez-vous une volonté pratique et réaliste sur terrain allant dans le sens de mettre fin à ces aventures militaires? Nous le croyons parce que, effectivement, ces revirements qu'on vient d'observer durant ces 72 heures, vraiment, nous sommes finalement, nous poussons un ouf de soulagement. Finalement, nous nous rendons compte. Et c'est ça même la mission des Nations Unies. Donc, selon l'esprit et la lettre de la résolution 2098, parce qu'il y avait trop de questions dans nos esprits. Enfin, nous nous rendons compte que maintenant, ça commence à aller. Voilà, merci, ça commence à aller en RDC. Merci Christian Choukourou pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci. Et puis les FARDC qui ont repris la localité de Kibumba contrôlée il y a encore quelques jours par le M23 ont fait une découverte macabre. 2 fosses communes pleines des corps des civils, adultes et enfants. En attendant, une commission d'enquête a été mise en place au niveau du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Cette commission devrait se rendre dans ce secteur afin de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur cette découverte macabre. Des fosses communes découvertes dans Kibumba, la localité qu'occupait le sinistre M23 il y a encore quelques jours, la nouvelle n'étonne pas, connaissant la capacité de nuisance de cette force négative.
Contenant des ossements d'adultes et des enfants, ces fosses communes sont situées dans les environs de la zone appelée 3 antennes, selon des sources militaires. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, demande à la MONUSCO et à la communauté internationale une enquête pour établir les responsabilités. L'armée a quant à elle déjà dépêché sur place une commission d'enquête. Nous sommes déjà à Kibumba, les forces loyalistes viennent de contrôler les 3 antennes. On devrait connaître les auteurs de ces exactions d'ici l'aboutissement de cette enquête menée dans cette zone jadis sous occupation M23. Mais pour Julien Paluku, qui les qualifie d'ores et déjà de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, si c'est une catégorie des populations qui a été visée sur une base ethnique, il s'agira alors des crimes de génocide. Autre chose à présent, 5 jours après l'annonce par le chef de l'État devant le Congrès de la création prochaine d'un gouvernement de cohésion nationale, le choix du futur Premier ministre alimente toujours l'actualité, relever les défis sociaux, poursuivre la reconstruction et consolider la cohésion nationale sont là quelques-unes de ces missions. Mais alors, quel est le profil du futur Premier ministre? On va découvrir ensemble. Après les concertations nationales, la vision des Congolais reste focalisée sur les choix du prochain Premier ministre du futur gouvernement de cohésion nationale. Ces futurs Premiers ministres et son gouvernement auront la mission, entre autres, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'instauration de l'autorité de l'État, l'organisation de futures élections et répondre aux défis du social pour le peuple congolais. Ces futurs premiers ministres devraient être une femme ou un homme fort, capable de fédérer les forces politiques en danse, une personnalité pétrie d'autorité, afin de rétablir un équilibre entre l'exécutif national, le Parlement et les acteurs de jeu politique en RDC. Un choix judicieux s'impose, mais la difficulté des choix paraît réelle. Plusieurs noms circulent déjà. Dans la plénitude de son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État peut soit désigner un nouveau Premier ministre, soit reconduire Matata Ponyo. Ce dernier a le soutien d'une majeure partie de la population et de plusieurs regroupements politiques en RDC. Considérant nos objectifs et principes contenus, aussi bien dans nos statuts que notre projet de société, lequel met l'homme au centre du développement, le PCDI demande la reconduction au poste de Premier ministre de son Excellence M. Matata Ponyo, qui a déjà fait ses preuves dans la gestion du pays sous l'impulsion du chef de l'État. En République démocratique du Congo, chaque jour, le progrès est de plus en plus visible après des années de chaos et d'effondrement économique, social et politique indescriptible. Celui-ci aurait pu être encore plus profond et plus large si le pays était en paix. C'est le fruit d'une vision, celle de Joseph Kabila Kabange. Prétendre qu'il n'a pas une vision, cela relève de la mauvaise foi et de la cécité politique. Ce qui est à craindre, selon l'opinion, est que les choses ne s'étirent en longueur et que le pays soit bloqué face aux urgences de la guerre et les défis sociaux de base à relever. Des bonnes nouvelles, il y en a, mais également des mauvaises. La RDC, en plus de sa suspension, court le risque d'être radiée définitivement de la liste du rapport Initiative pour la transparence dans les industries extractives. La représentation de l'ITIE en RDC lui reproche encore une fois le manque de transparence dans le secteur minier au Katanga. Analino Mwamba. Je vous annonce que bien qu'à l'annonce récente par le chef de l'État au congrès de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale, l'équipe Matata est démissionnaire. Ce nouveau rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE 2011 devrait tout de même interpeller ses membres. Et comme souvent, la coordination nationale de cette structure pointe du doigt les compagnies minières du Katanga. Les responsables de l'ITIE demandent aux autorités politiques du Katanga de s'impliquer activement pour obliger les entreprises minières œuvrant dans cette province de déposer dans un bref délai leur formulaire de preuve d'audit. En effet, selon ce rapport, sur les 83 entreprises comprises dans ce périmètre, seules 23 l'ont fait. Si les autres ne s'exécutent pas, le pays sera durement sanctionné, prévient son coordonnateur national. La structure pense même déjà à un appui politique pour que les entreprises lui fournissent ces informations. Et ceci devra se faire d'ici le 2 novembre, puisque les éléments demandés doivent figurer dans un rapport qui doit être publié limite le 31 décembre.
Dépasser ce délai, la conséquence, le délestage, la radiation et l'exclusion de litier pour toujours. En RDC, l'exploitation minière comporte jusqu'à 80% des recettes d'exportation et 12% du PIB. Il y a